Nous sommes ensemble presque tous les jeudis soirs pour des interviews, des tables rondes, des soirées quiz et beaucoup d'autres choses. Avant tout ça, bah oui, on va pas faire une exception parce que c'est Arnaud, quoi. Hein, on va faire connaissance avec le portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Arnaud, commençons tout de suite, tu connais le principe, je pense. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Et si je dois dire mon livre préféré, ça reste Alessandro Barrico, Océan en mer, qui n'est pas tout jeune, le livre, parce que je trouve qu'Alessandro Barrico, c'est un raconteur d'histoire et qui a un côté, un, un développement d'imaginaire. On se dit, mais jusqu'où il va nous embarquer dans ce truc? Donc vraiment, on doit s'accrocher pour poursuivre, pour passer d'une idée à l'autre qu'à l'auteur, et je trouve ça assez magique. Et comme c'est quelque chose d'important pour moi de pousser le curseur de l'imaginaire assez loin, moi j'admire en tout cas ce livre-là de lui. Je ne dis pas qu'il est resté constant par la suite, mais c'est un pilier pour moi, ça, oui. Si tu étais un format, donc poche, grand format, e-book, audio, autre chose, bande dessinée, voilà, il y a plein de choix possibles. Ouais. Ah, évidemment, j'ai des milliers de bandes dessinées, j'en lis une tous les jours, donc ça m'intéresse. Mais par rapport à la littérature, je vais être plutôt orienté poche parce que j'ai envie de lire à tout moment. On n'a pas assez de temps pour lire. Les gens accumulent des piles à lire chez eux, hein, et qui n'arriveront jamais au bout, hein. Donc c'est important d'avoir éventuellement de profiter des petits moments. Et donc moi j'arrive à me trouver sur le temps de midi à d'autres moments des tas de moments de lecture. Et pour ça le poche est quand même pratique parce qu'on l'a quand même toujours sous la main. Si tu étais une maison d'édition, Ah, une maison d'édition, je vais pas citer la mienne, qui est Genèse, mais dans celles que je vois qui existent, j'aime beaucoup Gallmeister, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est à la base des éditeurs français qui rééditent des livres américains traduits en français, mais maintenant ils se mettent à élargir un peu le scope et qui publient ça directement dans un format poche, je dirais, avec des très belles couvertures, et ce sont des histoires assez passionnantes. Et moi qui aime bien le dépaysement que j'essaye d'offrir avec l'Écosse, là on est dans les montagnes des Rocheuses, dans les rivières du Colorado, et vraiment c'est très très gai, tous les univers qu'il y a là-dedans. Gallmeister. très qualitatif. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel choisirais-tu? Oui, ben un rayon, je vais trop facilement dans le polar parce que j'essaye d'écrire moi des choses à suspense, en tout cas, ce sont pas nécessairement des enquêtes policières, c'est pas hyper noir, mais c'est quand même à suspense. Et donc je vais dans le rayon suspense, et pas dans la littérature plus classique, qui d'ailleurs est difficile à évaluer avec un dos de couverture. J'ai toujours peur de me retrouver avec quelque chose qui me tombe des mains. Tandis qu'un bon mystère, je sais que je vais pas être déçu, donc je joue la facilité. Donc ça, c'est un problème. Il faut absolument que j'aille un peu voir dans les autres rayons. Bah, ce que je te conseille, c'est de venir ici tous les jeudis. Tu vas avoir des idées de lecture incroyables, puisque bah, ici on invite un peu tout le monde, hein, des genres. Moi je suis quelqu'un de curieux et je suis un peu comme toi. J'ai envie qu'on me tire un peu à la curiosité. Donc bah écoute, c'est un bon endroit pour faire ça. Tu es ici chez toi. Si tu étais un marque-page original, Un marque-page original, ah mais j'aurais dû en prendre un. Est-ce qu'on peut sortir de l'écran une demi-seconde? mais Ça ne se évidemment, fait pas. si, ça fait Arturo Brachetti, tu vas revenir Hop, changer. voilà. Ça c'est mon dernier marque-page fait maison. Et ceux qui sont attentifs pourraient deviner d'où Oui, ça vient. bah oui. D'un tableau que ma douce et tendre a fait. Elle fait des super peintures. Et donc je m'en suis inspiré comme marque-page. Donc il est derrière moi. Et voilà le genre de décor que je remets sur bon, le marque-page fait maison. C'est le mieux. Et je confirme pour l'avoir vu en vrai, il est très très beau. Il coûte 20 €, mais quand vous l'achetez, vous avez un livre gratuit. C'est Voilà. exceptionnel. C'est En fait. exceptionnel. Et donc, je crois qu'on va reparler, hein, de ce tableau. Je te le dis tout de suite, il est magnifique. Je suis hyper jaloux parce qu'en fait, vous voyez, là par exemple, bah, il serait très beau. Mais donc, je montre le trou béant qu'il y a au-dessus de mon radiateur. Et donc, et donc c'est très très bon, on va en parler, puisque, bah oui, c'est ta compagne qui peint ça. Et puis, c'est relié à ce que tu fais dans les livres. On en reparle. Mhm. Si tu étais un personnage, parmi tous les personnages qui existent, J'aime bien Cyrano parce qu'il y a le fameux panache, il y a la belle langue, et il y a le côté qui va jusqu'au bout de ses principes et de ses idéaux. Et je pense que ce que j'écris
a quand même une certaine touche romantique. Ouais, c'est peut-être old-fashioned, mais je reste romantique. Et finalement, il y a du romantisme à aller au bout de ces principes de vie et à défendre des amours sans nécessairement pouvoir les vivre. Donc, chez Cyrano, je trouve qu'il y a une belle composante assez puissante de panache que j'aime beaucoup. Et donc pour revenir sur ce qu'on disait précédemment, Olivier Liboite nous dit en France il existe pas mal de dédicaces dans les super et hypermarchés. Eh ben écoute, et je sais que j'ai déjà vu des photos, et il nous dit aussi que Gallimester publie des grands formats comme avec Pete From, toujours sur le même principe. Voilà, ça fait de l'info. Bonsoir à Régis qui nous a rejoint au passage. Bienvenue, tu n'as rien raté ou presque. Un petit peu quand même. Mais ça, c'est pour t'obliger à venir plus tôt la prochaine fois. Non, bienvenue, c'est évidemment pour rire, vous venez quand vous voulez. Et alors, Gwen nous dit il faut faire les interviews chez Cocon de Soie. Je note, c'est noté quelque part. Si tu étais, cher Arnaud, un temps de conjugaison. Bon, le passé simple qui est tout sauf simple, je dirais, parce que finalement, on raconte en général les histoires au passé simple, beaucoup, quand c'est dans l'action. Et donc c'est un temps auquel on est assez familier quand on écrit un roman, et qui en même temps nous piège. En tout cas, moi je considère que c'est un gros piège, c'est la première et la deuxième personne du pluriel. Parce que nous prîmes, vous vîtes, nous observâmes, ça, j'ai quand même un peu de difficulté avec ça. J'aime bien la belle langue, mais je trouve que ça fait vraiment, vraiment bizarre. Et donc, quand je dois employer le nous au passé simple, je fais on, ce qui est moins littéraire. Voilà, je suis piégé par mon passé simple, mais je raconte tout mon récit au passé simple et à l'imparfait, je suis obligé. Et je me fais piéger par le passé qui n'est pas simple. Est-ce que vous aimez les regardames, etc. dans le chat? Moi, ça m'intéresse. Vous savez, moi, je suis quand même un grand défenseur du présent. Et donc, c'est intéressant pour moi d'entendre ou de lire si les regardames vous font fuir ou pas, finalement. C'est un beau débat. En attendant, si tu étais une musique, la bande-son d'un de tes livres, par exemple, que choisirais-tu? Mais je suis un grand fan de Kate Bush qui a, je trouve justement, dans sa partie qui est la musique, un imaginaire tel qu'elle ne s'est pas démodée en 50 ans. Et c'est peut-être je ne prétends pas, moi, y arriver, mais c'est ce que les grands de la littérature parviennent à faire. Et je dirais que c'est peut-être le pendant. Je pense bien elle est anglaise, pas écossaise, mais elle est quand même très orientée sur les beaux paysages de l'Écosse, comme ses vidéos le montrent. Et je reste un grand fan d'elle. Ouais. Alors, juste au passage, toi qui aimes beaucoup la littérature, les auteurs et autres, on en a aussi dans le chat. Je suis impressionné, vraiment. Donc, on a Son Jun-ku qui nous dit « Je préfère le regard d'âme au regard d'âme ». D'accord, en effet. Puis, le belge Kili qui a rechangé son pseudo, merci beaucoup, qui nous dit « Piégé par le passé pas simple pour établir les œuvres futures imparfaites ». Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ce soir? Mais on va essayer quand même. C'est très beau. Moi, je trouve que cela a son charme pour certaines lectures, le passé simple. Eh ben, écoutez, je vais essayer un jour. Je vais me faire un petit atelier passé simple. Pourquoi pas? J'ai déjà changé mon jeu en île. Si vous me changez et tout, il y a un moment, on va plus me reconnaître. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton coming out, Frédéric. Si tu étais un signe de ponctuation. Ah oui. Un grand classique, la virgule. Peut-être parce que j'aime bien les phrases pas trop courtes, ça c'est vrai. Peut-être parce que je n'en mets jamais avant le mais et qu'on me dit qu'il faut en mettre, mais que je n'aime quand même pas de la mettre. Mais sinon, parce que c'est vraiment vital de les mettre aux bons endroits dans la lecture. Donc ça c'est vraiment le signe de ponctuation finalement le plus utilisé et le plus important à bien placer. Et la dernière pour la route, si tu étais un verbe. Oui, un verbe, je dirais imaginer, puisque donc je trouve que c'est ça que j'attends moi d'un livre, c'est qu'il m'emporte dans un imaginaire et dans autre chose, et que je sois suffisamment convaincu pour avoir l'impression d'imaginer avec lui. Donc c'est à mon avis, de toute façon tout ce qui est créatif utilise
utilise l'imaginaire, hein, il n'y a pas que l'écriture, mais donc pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus riche. Tu t'en Voilà, sors brillamment avec ce questionnaire. Ah oui, ouais. je trouve. Un questionnaire bridé, hein, si j'ose dire. Là, Ouais. c'est sûr. Je fais un petit point parce que je vous disais qu'on a beaucoup de sujets à aborder, mais ce soir, on va aborder les lieux qui deviennent des personnages. Puis on va aborder la météo qui Mhm. devient un personnage. Puis on va aborder le whisky qui devient un personnage. Donc, tout devient un personnage dans cette histoire-là. Puis aussi d'autres choses. Y a-t-il une autre voie que la surenchère dans la violence? Tu l'as évoqué un peu dans ce que tu as dit. C'est pas une nécessité absolue. Toi, tu vois les choses différemment. Moi, je trouve ça passionnant. Et puis, bah, tu es architecte, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'un architecte trace un plan pour écrire un roman? Moi, je me dis, il y a une question là-dessous. Tu as aussi un rôle important au sein de Cléa, la compagnie des auteurs. Ben, on va un peu savoir ce que c'est l'occasion d'en parler, parce qu'il y a des gens qui prennent la plume et qui nous écoutent. Ben, ce sera l'occasion d'expliquer un peu tout ça. En fin de live, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce qu'on est de plus en plus nombreux, vous me faites peur. Et vu qu'on sait faire des choses géniales avec Twitch, on va essayer de jouer ensemble sur le thème du whisky, qui est pas complètement incohérent avec cette soirée. Et ce sera un quiz interactif qui a été concocté par Arnaud, en partie, 7 questions par lui, et moi j'en ai rajouté une, pour vous faire une blague. Je vous explique tout ça le moment venu. Je peux juste vous dire, à l'heure où on parle, soyez attentifs aux réponses d'Arnaud, parce que Oui. on n'est pas à l'abri qu'il vous donne des indices sur les réponses. Ou pas. Je sais pas ce qu'il va répondre, du coup, on verra bien. Mais soyez peut-être attentifs, il y a peut-être moyen de gagner des points. On va commencer par le commencement, si tu le veux bien, et par le livre avec lequel je t'ai découvert, finalement. Soyons logiques, il s'agit de Kathleen. Je vais vous mettre la couverture à la place de mon logo dans quelques secondes. Mais avant ça, je te laisse nous dire de quoi parle ce livre, pendant que je mets la photo de la couverture. Alors ce livre, il y a peut-être un premier personnage, comme tu l'as dit Frédéric, qui est une île écossaise à l'ouest de l'Écosse. Dans tous mes romans, j'ai tendance à me situer sur des îles, parce que je trouve qu'il y a un microcosme. L'être humain est un petit peu plus humble par rapport à la nature et par rapport aux événements extérieurs, et donc on se retrouve pour moi dans des êtres plus vrais, plus impliqués, etc. Et puis on a un décorum, on est entouré d'océans, il y a les possibilités de tempêtes, il y a beaucoup de choses. Donc une île au large de l'Écosse, et là j'imagine un ancien triangle amoureux, je vais dire, avec une personne, la femme dans ce triangle amoureux qui a disparu, et les 3 amis d'enfance qui se retrouvent 20 ans après. Et là j'aimais bien la dimension de que sont nos rêves devenus, qu'est-ce qu'on avait rêvé à 20 ans, qu'est-ce qu'on est devenu à 40 ans, et ils se retrouvent autour de la disparition de la femme qu'ils ont aimée. Euh, du coup, je me permets quelques petits flashbacks qui permettent de montrer comment ça se passait quand ils étaient à 4. Et puis il y a donc ce mystère de la disparition de cette femme. Et on se retrouve aussi avec une petite mise en abîme, puisqu'un des 3 est devenu un auteur de best-seller, donc il y a un auteur de romans, de polar dans le roman. Ça, on en parlera, parce que c'est une habitude chez toi, de caser des Ça petites m'arrive, choses oui. comme ça t'arrive. Comment s'appelait? Oui, pardon. Le Belge Kili demandait si on gagnait du whisky avec le quiz. Eh bien écoute, quand on sera des centaines ici, que cette chaîne me fera vivre, qui sait, on peut rêver, eh bien pourquoi pas. Mais là tout de suite, non. Et je voulais dire, il y a sur cette île une particularité, c'était d'ailleurs le premier titre du roman, la faille, c'est qu'il y a une immense ouverture en quelque sorte béante entre 2 parties de l'île, avec sur la dernière partie juste un phare complètement isolé, et une petite passerelle qui est régulièrement emportée par les tempêtes et qui permet d'aller sur cette pointe, et c'est un élément aussi très important dans le récit. Donc on a ce lieu qui est précieux, on a les 3 amis d'enfance, la femme qui a disparu, ça c'est je dirais, le principal pour les données du roman. On va y revenir, mais j'avais envie de dire un petit quelque chose, c'est que Kathleen, il a eu des prix. C'est pas rien Oui. ça, des prix. Il a eu le prix Saga Café. Mhm. Je sais pas si tu veux en dire un mot. Et Donc ça, ce sont des passionnés, comme pour le prix du Café de Flore à Paris, on dit on adore lire, on va donner tous les ans un prix, et ils arrivent à chaque fois à l'organiser avec un
présentateur renommé et un prix qui est doté. Donc vraiment, ils font ça très sérieusement. Et moi, c'était déjà la 10e année. Ça se passe du côté de Liège. Et j'ai vraiment été content de le recevoir en voyant quels avaient été les 9 précédents et quels avaient été ceux qui étaient en lice. Donc vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et comme c'est un prix qui est donné au premier roman, ma foi, c'était l'occasion sur celui-là, tout à fait. Ça fait quoi comme accueil quand on débarque avec son premier roman sous le bras, comme ça, sans en avoir l'air, et puis boum, tout de suite, un bon petit prix comme ça, qui est très connu pour les Belges en tout Oui, cas. moi je suis assez pragmatique et je sais bien que même si on est édité, on est vite remplacé sur les tables des librairies par ce qui suit. Donc la moindre chose qui permet de mettre un peu un coup de projecteur sur un roman qu'on a écrit, c'est un grand cadeau. Donc j'étais très reconnaissant à ceux qui organisent ça de manière fidèle et qualitative. Et j'étais très bien accueilli, donc ça c'était vraiment quelque chose de précieux, quoi. Et puis il y a eu encore, oui, en effet, une autre reconnaissance. Donc j'étais très bien encouragé pour ce premier roman. Un peu un coup de projecteur comme sur la couverture que vous voyez, le coup de Oui, projecteur directement. de Euh, lumière de l'école. alors Sakakini77 nous dit bravo pour le prix Saga Café Arnaud. Je sais pas si Merci. bienvenue. Premier message sur ce chat, et quel beau message, je suis assez d'accord, félicitations, c'est pas rien les prix. Et Fanny, je note ta question, on y revient. Euh, En préparant ta venue et cette interview, je me suis dit qu'en fait beaucoup de questions valent aussi bien pour Kathleen que pour Clémor. C'est assez amusant. Mhm. Ouais. Clémor qui est ton deuxième livre, on va en parler. Mais avant, comme ça tu pourras à chaque fois parler des deux quand tu réponds, en fonction de tes envies. Est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire pour les gens qui te découvrent de Clémor que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, que j'ai encore ici d'ailleurs. Hop, technique du jeté retourné. Hop. Est-ce que tu peux nous Alors, pitcher ce Clément, livre? c'est radicalement différent parce que ça se passe sur une île à l'ouest de l'Écosse maintenant. Donc, en effet, je reste dans le même genre de cadre, mais ici, j'ai voulu associer ma passion pour le whisky. Et donc, mon personnage est ce qu'on appelle un maître assembleur. C'est celui qui goûte, hume, essentiellement, sinon il serait sous à la fin de la journée, les différents whisky produits. Il les voit évoluer, évoluer en maturité. Et il décide, tiens, celui-là, je vais le refaire vieillir dans un fût qui a contenu du sherry. Celui-là, il est bien, je vais le prendre, je vais mélanger ces deux-là, etc. Et il fait les cuvées de whisky. Et c'est ce qui détermine en bonne partie la qualité du whisky plus tard. Donc c'est un nez, comme en parfumerie, mais pour le whisky. Et c'est un personnage de 60 ans, je disais c'est pas mal d'avoir un enquêteur d'un certain âge, d'une certaine sagesse, qui porte le kilt, hein, c'est un vrai écossais. Et il y a toute une petite communauté que j'ai un peu créée là autour de cette distillerie sur une île assez petite, en me disant que ces différents personnages pourraient éventuellement servir à des suites auxquelles j'ai pensé. Et je me suis dit que je voulais que mon personnage soit un petit peu atypique, donc c'est un enquêteur qui ne l'est pas officiellement, mais qui est amené à mener les enquêtes sur des mystères ou des morts. Et en dehors du fait qu'il a 60 ans et qu'il porte le kilt, mais il va utiliser son odorat beaucoup. Donc il aura du flair, mais au sens vraiment propre. Il va réellement sentir des choses et faire avancer l'enquête grâce à ça. En sachant évidemment que sur des petites îles comme ça, d'abord quand il y a la tempête au moment où le drame se passe, il n'y a pas d'enquêteur qui débarque tout de suite. Et il a libre cours et il doit un peu assumer les choses. Et puis même quand l'enquêteur arrive, voilà, dans l'Écosse des petites îles, on ne peut pas dire qu'il y a des meurtres toutes les semaines, donc les enquêteurs ne sont pas nécessairement habitués à ce genre de cas, et l'aide de Erwin McCarthy, ce personnage, sera précieuse pour la police. On va y revenir évidemment. Alors, sans transition, la légende raconte que tu as 10 romans dans les tiroirs. Et je me disais, tu as parlé un peu de la maturation Oui, du tout à whisky. fait. Est-ce que c'est la maturation littéraire? Et comment est-ce Mais que tu choisis il y a lequel tu vas ressortir? une grande différence, c'est que le roman qu'on met dans un tiroir, il ne continue pas à mûrir, hélas. C'est nous, éventuellement, et notre écriture qui mûrissent, on peut espérer, mais pas les livres tout seuls. Euh, dans un premier temps, quand on fait des ateliers d'écriture, etc., pour moi, c'est comme ces gammes où on débute à l'académie, on ne va pas tout de suite présenter nos tableaux au sablon. Donc je n'ai jamais imaginé que mes premiers romans, je les envoyais à des éditeurs. Et donc je disais toujours que je les envoyais aux éditions du terroir. Ce que je ne peux plus dire maintenant, parce que les éditions du terroir existent vraiment. Donc ça me complique les choses pour ma grosse plaisanterie. Mais voilà, je pense que le Kathleen doit être le 12e ou le 13e que j'ai écrit.
Entre Caitlin et Clémor, il y en a eu d'autres, mais voilà, je suis avec une maison d'édition qui est très bien, mais qui a son volume, qui a d'autres auteurs à publier, et qui ne peut pas évidemment sortir un bouquin tous les ans, si j'en sors un tous les ans. Donc j'en ai en effet quelques-uns en attente éventuellement d'être partagés avec le public. Mais voilà, il faut être patient. De ce point de vue-là, les plus anciens, c'est vrai que parfois en remontant dans les plus récents, je me dis, en les retravaillant, ils auraient peut-être droit à éventuellement connaître, rejoindre le public si un éditeur me fait confiance, mais il y en a toute une série qui resteront dans leur tiroir de toute façon. Salut Sans Vibration littéraire, Sans bienvenue. comparaison. Sans comparaison. Mais c'est une question parce que je te le disais ici, il y a pas mal de personnes qui prennent la plume, qui s'essayent, qui ont peut-être aussi quelque chose dans leurs éditions du tiroir, comme tu dis si bien. Et donc on se demande, est-ce que ce sont des textes que tu peux aller rechercher de temps en temps en disant, ok, j'ai grandi dans mon écriture, tout ça, et donc je peux peut-être en faire quelque chose d'autre, ou alors est-ce que tu le ressors tel quel en disant, ok, c'était juste pas le moment, mais maintenant ça l'est, et tu le proposes tel quel. Comment on fait pour gérer comme ça des histoires qui s'accumulent finalement dans le jukebox personnel? Mais je dirais que si c'est une question de forme, d'évolution de style, on peut retravailler le style complet d'un roman. Si c'est une question de cohérence, de capacité à raconter, à construire une intrigue, euh, là, s'il y a trop à retravailler sur une intrigue qui est construite, on va tellement déconstruire le roman qu'il va être désossé et on va le perdre. On va perdre le naturel avec lequel on l'a écrit. Donc je pense pas qu'il faille complètement revoir de fond en comble les anciens romans. Et alors, tant pis, il faut les laisser comme des expériences et des jalons qui nous ont permis d'aller plus loin. On n'est pas obligé de tout publier. Il y a déjà tellement de choses qui sont publiées de toute façon qu'on ne peut pas noyer les libraires. Hein, on a besoin d'eux. Et c'est pas frustrant pour toi d'avoir. T'en as pas un où tu te dis, ah, j'aimerais vraiment que celui-là il sorte quand même? Comment tu choisis Oui, en fait d'avoir. Par exemple, on les comment tu as fait. décidé, parmi tous tes livres, tu as choisi Clémor Ouais. comme deuxième livre. Pourquoi lui et Ouais. pas un autre, par exemple? Ça doit pas être évident. Moi, par exemple, je peux pas me le permettre, j'ai rien dans les tiroirs. Donc voilà, pas de choix. Le choix du. Non, mais au roman qu'on écrit, c'est un accompagnement, on est avec des personnages, on est dans un univers. Quand on l'a fini, d'ailleurs, il y a un petit côté, on pourrait dire nostalgie postpartum. En tout cas, on est, on est presque un petit peu en manque la douleur de les quitter, etc. Donc voilà, il y a un attachement inévitablement à cela. Maintenant, il faut avoir un peu de recul et se dire, ok, c'est bien, à la limite, je l'imprime en 10 exemplaires pour les copains s'ils ont envie, mais c'est peut-être pas d'un niveau qui doit se retrouver sur les étals de librairie. Donc ça, il faut pouvoir y annoncer, je pense. Voilà, maintenant, je pense qu'à partir du moment où ces idées-là et ce qu'on a inventé nourrit la suite, ça se retrouve un peu dans le reste. Parce que je vais pas tout le temps écrire la même chose, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de points communs et qu'on s'appuie, on s'inspire inévitablement de ce qu'on a imaginé avant. Un petit focus, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est important. 2 romans, 2 îles. C'est un peu ce que tu disais. Oui, Est-ce que c'est tout à ton fait. décor de prédilection? Et on le voit même derrière toi, avec le tableau Oui. de ta femme. Alors, c'est mon décor de prédilection pour mes romans et pour mes vacances. Donc, comme je l'évoquais, la nature est plus présente. Il y a moins de visiteurs parce que c'est plus difficile d'arriver dans une île. On est plus dépendant de soi-même et de la petite communauté parce que demander à ceux qui sont coupés de tout par la tempête, ils n'ont plus de nourriture, plus d'électricité, et si jamais ils doivent se faire soigner, il faut qu'un hélicoptère les emmène. Donc on est dans quelque chose déjà de plus sauvage. Hein. L'Écosse est déjà relativement sauvage, mais quand on est sur une île, c'est encore autre chose. Et la puissance de l'océan qui change à chaque instant, c'est aussi quelque chose qui nous remet dans une dimension humaine beaucoup plus modeste. Donc tout ça, pour moi, c'est un cadre vraiment, vraiment intéressant. Puis je suis fasciné par l'océan et les variations permanentes de l'océan, donc c'est un cadre que j'ai tendance à utiliser et que j'aime à regarder. Si je peux aller écrire quelque part, ce sera les endroits que je privilégierai. Maintenant, j'ai écrit des choses qui se passent sur des îles bretonnes ou à Manhattan, qui est quand même une île, donc j'essaye quand même que ce soit des îles. Il y avait aussi le cimetière de Montparnasse, qui est quand même finalement une île dans Paris, donc c'est toujours plus ou moins des îles. En tout cas, c'est des espaces un peu à part, je dirais. Alors, je n'ai toujours pas oublié la question de Fanny, mais elle en pose une autre, et donc priorité. Hein. Ici, vous savez, toujours votre priorité, c'est vous, c'est vos questions. Un personnage d'un livre pourrait-il revenir dans un autre, un peu comme une suite?
Oui, en tout cas dans les plus récents. Je pense que s'il y en a un qui est publié, qui a son existence et qu'on a suffisamment de matière, dans le cas de Clémore, dès le début, je me suis dit, là j'ai une petite communauté, j'ai un enquêteur un peu atypique, je voudrais bien qu'il vive d'autres enquêtes. Donc je me suis toujours dit que j'en pourrais en écrire 4-5 pour lesquels j'ai déjà des idées. Maintenant voilà, il faut que... Bon, Clémore, il est sorti en plein confinement, il n'a pas non plus décollé extraordinairement. Donc c'est pas évident après ça de dire bah, je vais en faire un second parce qu'on ne sait pas le succès qu'il peut avoir. Bon, il va j'espère rattraper les scores du premier, mais ce n'est pas évident d'arriver à trouver sa place. Donc c'est là, c'est en attente. Moi je ronge mon frein pour écrire ces histoires-là, mais en même temps j'en raconte d'autres. Et voilà, il y a un qui vient passer avant l'autre, je ne sais pas dire à l'avance. Mais j'ai fort envie en effet de garder ici les personnages de Clémore. Je me suis permis de les développer un peu plus pour que je puisse de temps à autre leur laisser une place un peu plus grande dans l'un ou l'autre des tomes suivants. Ouais. Parlant de l'océan, de tout ça, bah, Gwen nous dit que tu nous vends du rêve. Et c'est vrai. Et j'ai une surprise pour vous. Enfin, on a une surprise pour vous. Bah, il y est pas pour rien, Arnaud, évidemment. Dans deux questions, je vais vous montrer deux, trois photos que qu'Arnaud m'a envoyées. Et avant ça, j'ai une autre question. Et je viens de vous mettre la couverture de Clémore, parce que, comme Arnaud vient de le dire, il est sorti en plein confinement. Et vous savez, ici, en mâche pas de mots, c'est la merde quand un livre sort pendant le confinement. Et donc, c'est l'occasion de l'inviter, d'en reparler. Moi, je vous avoue, je l'ai lu il y a pas très longtemps, donc j'entends parfois les gens dire ok, un livre il est vivant pendant 3 mois et puis on n'en parle plus, on passe à la suite. Ben non, en fait on peut aller chercher le livre quand on a envie. Et moi je l'ai lu très récemment, ça se lit très très bien, c'est un très 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 bon livre. Donc voilà, on va en parler ce soir, mais n'hésitez pas. C'est vrai que tous les auteurs, et j'en connais beaucoup beaucoup, qui ont sorti un livre pendant le confinement, ben, il y en a très très peu qui sont heureux. Donc il y a quelque chose à faire. Quand on te croise en salon du livre, ou au supermarché, mais juste quand tu es en dédicace, à mon avis. Enfin, tu peux nous expliquer, mais tu portes un kilt. Oui. C'est un peu l'originalité, mais c'est pourquoi? C'est pour montrer que l'Écosse fait partie de toi. C'est une région de cœur Oui. absolue. Et tu parlais de vendre du rêve, je ne prétendrai pas ça nécessairement, mais ce qui est certain, c'est que les livres que moi j'ai envie de lire, c'est ceux qui me permettent de m'évader. Voilà, il n'y a pas que ça, hein. On peut avoir des livres sur les migrants ou sur les sombres rouages de la justice en Belgique ou ailleurs. Personnellement, moi j'aime bien voilà, de sortir de mon quotidien et d'être dans un autre lieu et d'avoir l'impression d'y être. Donc que pour moi c'est important, d'abord, il conditionne de manière euh, dominante mes histoires. Donc moi j'ai besoin de savoir dans quel lieu ça se passe, de m'informer sur le lieu, d'avoir plein de photos du lieu, et ça va me donner des idées de scène. Et je pense qu'alors la scène elle est plus vivante parce qu'elle est en accord avec le lieu. Donc c'est une facilité et ça renforce, je pense, l'histoire. Donc je peux pas écrire un truc sans voir où je suis clairement et inévitablement, je crois, le lecteur va voir où il est aussi. C'est pas pour ça que je fais je crois, des descriptions à la Proust, mais je pense qu'il y a des petites touches qui permettent de sentir l'atmosphère. C'est quelque chose qui est souvent pointé, qu'on visualise assez bien le cadre dans lequel les histoires se passent. C'est quelque chose à quoi je tiens. Donc, vendre du rêve, je ne sais pas, mais donner la tonalité d'autre chose et permettre vraiment d'avoir l'impression d'y être. Donc ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et bienvenue à toutes les personnes qui continuent de nous rejoindre. Vous êtes fous. J'étais pas prêt pour ça, hein, je vous le dis. Si. Alice Aran, si c'est vrai que j'étais prêt en fait. Alice Aran nous pose premier message dans le chat, bienvenue aussi. Quelles sont les particularités d'Erwin McCarthy dans ce Clémore? C'est Erwin d'ailleurs, parce que je me suis fait avoir aussi. Et je t'ai entendu le prononcer. Moi j'aurais dit comme Alice Aran, moi, la même. J'aurais fait pareil. Donc c'est Erwin. Quelles sont ses particularités à ce personnage, maître assembleur de 60 ans, sur son Tardoran? Alors, d'une certaine manière, moi je lui ai donné, pour moi, une certaine sagesse. Il est assez posé, hein, à 60 ans, j'imagine qu'on peut l'être. Il est seul, oui, enfin, il a, ne pas trop déflorer, mais disons qu'il a une vie privée qu'on découvre par morceaux, qui n'est pas nécessairement évidente, mais c'est quelqu'un qui a toujours été aussi au bout de ses passions et qui a eu la chance, après des événements difficiles dans sa vie,
de tout d'un coup découvrir qu'il est accueilli à bras ouverts dans une distillerie parce qu'il a un nez, et avoir un nez, c'est pas qu'une capacité olfactive, c'est aussi une capacité d'enregistrer dans sa mémoire et d'associer un parfum à un nom de matériaux et de voilà. Donc ça c'est quelque chose qui dans son parcours où il a eu des chances, mais il est chaque fois allé finalement dans quelque chose d'intense pour lui. Avant il tenait une librairie de livres maritimes par exemple. Donc voilà, il est tout le temps là-dedans. Alors pour le reste, c'est quelqu'un auquel j'ai mis peut-être, ça va avec la sagesse, un certain flegme, une force de caractère qui fait que quand ça ne va pas, c'est pas seulement parce qu'il a un bon odorat qu'on se rallie à sa bannière, mais c'est que tout d'un coup, quand tout part à volo, eh bien, il est là en disant on va faire ça. Et il y a un côté un peu meneur d'homme comme ça, mais pas par volonté de briller, quoi. Vraiment parce qu'il a su, on va dire. Voilà. Voilà, j'avais envie d'un personnage comme ça. En général, mes personnages sont assez vertueux. J'ai beaucoup de peine à les égratigner. Je sais qu'il faudrait. Bon, voilà. Je les aime trop. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas quelques défauts. Hein. De temps en temps, il s'énerve. Il s'énerve aussi. Oui. Sakakini nous dit beau verre de Guinness, Arnaud, au passage. Ah, vous avez remarqué? Ah ben Voilà. et tout le monde a l'œil hein, ici, c'est incroyable. Et Gwen nous dit non, ça ce sont les gens qui travaillent dans le monde du livre qui disent qu'un livre est mort au bout de 3 mois. C'est vrai. Les lecteurs ne pensent pas vraiment ça. Eh ben tant mieux, je suis assez d'accord. J'en suis même convaincu puisque c'est exactement mon cas. Et j'ai toujours dit que ce sont les lecteurs qui décideraient quand mes livres seraient morts et certainement pas d'autres personnes. Donc je suis assez d'accord. De toute façon, le fait de commander un livre plutôt que d'aller le chercher en librairie est une habitude qui s'est un peu développée avec le confinement. Donc on sait bien que quand on n'a plus un livre disponible, il n'a pas disparu tout à fait. Alors, question de tout à l'heure, et elle est ça. Alors du coup, je ne sais pas comment on prononce, donc tu m'excuses d'avance, mais est-ce que Ardoran ou Ardoran, moi je disais Ardoran, mais je ne sais pas, existe vraiment dans Clémor, donc l'île Et alors, question au passage de Sun Jun-ku, c'est respectes-tu les caractéristiques de l'île, des îles dans le détail, ou est-ce que tu te permets des modifications pour le bien de ton récit? Alors, dans les deux cas, c'est une île qui telle qu'elle n'existe pas, donc pour Caitlin et pour Clémor, mais je m'inspire très fort d'îles existantes. Dans le cas de Clémor, Ardoran est donc, Ardoran je dirais, est assez proche de l'île de Jura, qui est pas loin de l'île d'Ailey, que les amateurs de whisky connaissent bien, et qui est une île très peu peuplée, il y a 200-300 habitants, et assez sauvage comme ça, avec des hordes, il y a plus de cerfs que d'habitants, et il y a des grandes montagnes comme ça. Et par contre, j'ai vraiment besoin d'une topographie très précise. Si j'ai besoin d'une presqu'île avec une distillerie et d'en face d'une autre presqu'île avec un château, ben voilà, j'en ai besoin, je le mets. Je n'aurai jamais une île qui répond à tous mes besoins d'histoire. Donc, je me permets une certaine latitude en prenant une île qui n'existe pas telle qu'elle, même si ceux qui iront voyager dans les îles de l'ouest de l'Écosse verront que c'est tout à fait fidèle. Donc moi j'ai déjà été une quinzaine de fois en Écosse, je pense que je suis relativement fidèle au lieu que je décris. Voilà, maintenant, et alors je m'amuse aussi à inventer pas seulement le nom de l'île, mais le nom du whisky, le nom des montagnes, le nom des lacs, etc. Et je me sers d'un dictionnaire de gaélique, qui est un truc absolument impossible à apprendre, je peux vous garantir, mais ça donne du cachet. Mes mots en gaélique veulent dire quelque chose, quoi. Et donc Ardoran, par exemple, c'est les collines qui chantent. Parce qu'il y a 3 collines, et quand il y a beaucoup de vent, le bruit du vent entre les collines font comme un chant. Et Dandarak, qui est la marque du whisky, c'est le poème du chêne, par exemple. Voilà, donc je vais chercher des noms signifiants. Peut-être qu'un celtique va me dire que je me suis planté dans la manière de le construire, mais au moins je trouve que ça donne aussi du caractère au nom que j'utilise. Et il se passe plein de choses pendant que tu nous réponds, et donc merci, bienvenue à Roquefort de Café pour le follow, ça fait plaisir, bienvenue. Je vois que vous posez plein de questions, ça me fait plaisir. Je rebondis juste là-dessus, c'est quelque chose qui me marque dans les deux livres, hein, puisque j'ai lu les deux, tant qu'à faire, faut pas bouder son plaisir.
il y a des choses, on apprend des choses. Par exemple, sur le whisky, on parle de Clémor pour l'instant. Sur le whisky, j'ai appris des choses, mais c'est pas Wikipédia pour autant. Donc, le fait, par exemple, d'aller chercher tes mots en gaélique qui veulent dire quelque chose, il y a des petites touches comme ça, un peu partout. Ça ne perd personne, mais ça fait toujours plaisir pour des gens qui aiment bien un peu creuser. T'aimes bien aussi jouer, à mon avis, avec les lecteurs et qu'on en ressorte un peu, voilà, un peu plus riche de tes livres. On a éventuellement appris. Alors quand c'est sur mes passions, c'est pas encore trop difficile de mettre des éléments fiables. Malgré tout, j'ai dû vérifier la cohérence de ce que j'imaginais par rapport à une enquête ou à un meurtre. Mais dans d'autres domaines, à chaque fois que je prépare un roman, moi, je me passionne à l'idée de me documenter et de m'informer. Et dans pas mal de domaines, j'ai dû comme ça tout d'un coup lire des bouquins entiers sur des sujets. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui amène plein d'idées, donc je trouve ça assez passionnant. Dans le cas du whisky, c'est vrai que j'étais déjà bien informé par mes lectures habituelles. Et alors, si on veut dire un petit mot là-dessus, en effet, je pense que c'est pas didactique, c'est pas Wikipédia, c'est des petites touches, mais moi je trouve que même quelqu'un qui n'aimerait pas l'alcool peut se trouver passionné par le whisky, qui est vraiment un produit artisanal, produit terroir, et qui est vraiment, vraiment magique. La manière, l'élaboration d'un whisky, quand on regarde bien, c'est de l'orge, c'est de la levure, c'est de l'eau, c'est tout. Et puis du thym, du cuivre et du bois. Donc c'est tout, rien que ça. C'est la même chose pour de la bière, sauf qu'il n'y a pas la distillation. Et donc, c'est vraiment le produit le plus basique qui soit, et on obtient des merveilles de goût en jouant sur chacune des petites étapes de cet artisanat qu'est le whisky. Et donc, j'en ai mis quelques petites touches dans le roman, et je trouve ça assez intéressant. Et je ne rejette pas l'idée à un moment d'écrire un roman qui sera encore plus là-dessus, où j'imagine quelqu'un qui reprend une distillerie en sommeil, et j'explique un peu éventuellement tout ce à quoi cette personne serait confrontée. Enfin, on verra ça si j'ai des suiveurs, mais il faudra y aller à petite dose, on essaiera. Salut Lotus, bienvenue, je te déteste, puisque pour une fois, qu'un auteur parle de choses intéressantes dans la boîte, vive le whisky, c'est une blague, je précise. Enfin, oui, je crois. Dis-toi que je dois encore lire ton livre, alors on va dire que c'est une blague. On fait des menaces en live en plus. Non, bienvenue, c'est évidemment pour rire. Tu demandes, Lotus, ce dont on parle. Eh bien, on reçoit Arnaud Nioul, le seul, l'unique, le vrai, un auteur belge mais qui se fait passer pour un Écossais dans tous les salons avec son kilt. Enfin, est-ce que les gens te prennent pour un auteur écossais parfois ? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas prendre l'accent écossais. Moi, j'ai déjà de la peine à le comprendre, donc marche pas. C'est juste visuellement. Et donc, Arnaud vient nous présenter ces deux romans, les deux premiers, Kathleen, Clémor, dont on parle ici, avec le whisky, notamment avec les îles dont on parle. On y revient, je vais vous montrer les photos. Mais avant ça, question dans le chat, priorité au chat. Les couvertures de ces deux livres ont-elles été choisies par toi, Arnaud ? Donc on avait droit à un joker, c'est ça ? On avait droit à un joker, mais la question subsidiaire, c'est pourquoi ne pas avoir fait rêver le lecteur par une image de l'Écosse, puisque tu en parles avec autant de passion. Il y a une ligne graphique chez mon éditrice qui consiste à ne pas prendre des photos et à faire un dessin qui est très épuré sur un fond de couleur. Donc il a fallu essayer de synthétiser, de venir avec un concept. Je dirais qu'on n'y est encore pas trop mal parvenu avec Kathleen. Par contre, c'est peut-être plus maladroit avec Clémor parce que le dessin un petit peu comme ça en rondeur donne peut-être l'impression d'un livre jeunesse, adolescent, club des 5. Je suis pas sûr que ça restitue tout à fait l'atmosphère qu'il y a dedans. Mais les couvertures photos ne sont pas une option à laquelle j'avais la possibilité d'atteindre. Donc et voilà, on a composé avec la ligne graphique de la maison. Et donc on continue à parler whisky dans le chat, comme ça tu sais. N'oubliez pas, si vous n'étiez pas là au début, il y a un quiz à la fin de l'interview. Alors on va essayer, j'espère que Kiko sera là, sans déconner. Un quiz interactif, vous pourrez jouer de chez vous, sur vos téléphones, sur votre ordi. 8 questions, on va voir qui est le meilleur en whisky. Donc Lotus, si tu veux rester, on verra si ce sujet, tu le maîtrises. Mais il faut être très attentif aux réponses d'Arnaud. Je vous l'ai promis, je vais changer la scène, je vais essayer de pas tout exploser, mais je pose d'abord ma question, comme ça tu réponds, et pendant ce temps-là, je vais essayer de vous montrer les photos que tu m'as envoyées, Arnaud, parce qu'on est toujours sur ce sujet de ces lieux qui deviennent des personnages. Est-ce qu'il faut aller sur place pour faire d'un lieu un personnage dans tes livres, par exemple ? Est-ce que tu vas sur place ? Est-ce que c'est obligatoire ? Qu'est-ce que tu y fais ? Comment ? Plein de questions en une.
Ça dépend un petit peu où aussi. Bon, si je vais souvent en Écosse, ma foi, j'ai de la matière. En Bretagne, j'y vais régulièrement. Bon, mon prochain roman devrait se passer à New York. J'ai été 2 fois à New York, mais j'avais besoin d'utiliser Long Island, le Cap Cod, etc. Jamais été. Là, il faut bien reconnaître que Google Earth et Google Street View sont nos amis, hein, surtout quand on veut être très pointu. Donc même parfois pour des endroits en Écosse, je me suis dit je vais utiliser tel lieu, ben, j'ai pris ma petite moto Google Street View et j'ai vu exactement à quoi ça ressemblait. Après, j'ai brodé là-dessus, mais je savais exactement à quoi ça ressemblait. On peut pas aller partout. Donc je pense que on peut s'inspirer. C'est quand même mieux d'avoir vu les lieux de toute façon. Mais bon, si vous décidez d'écrire un roman qui se passe en Australie, il ne faudra pas nécessairement vous payer le billet, hein. Il y a moyen de faire autrement, à mon avis. Alors toi, Mais je pense que tu le vois pas, mais nous, on est partis. Voilà, il y a des super. photos. Voilà, Bah, moi, je j'espère vous. profite. Ah oui. Mais malgré tout, si vous êtes sur place, vous avez en plus les embruns sur le visage, l'odeur saline éventuellement, et de bruyère, et vous avez le vent, vous avez d'autres choses, quoi, hein. Et tu as Donc ton ça, petit c'est... carnet quand tu es là-bas pour ne pas Non, oublier. non. Pour ne pas oublier tout ça. Si j'ai une bonne idée, elle devrait tenir jusqu'à la fin de journée, je pourrais la noter quelque part. De toute façon, je n'ai pas d'idées qui tombent comme ça. J'ai des idées parce que je me dis, tiens, je suis dans une scène, il se passe ça, comment est-ce que je vais amener ça? Et alors je réfléchis et je me dis, tiens, ça pourrait être ça. Mais j'ai pas un truc qui tombe du ciel comme ça en disant, tiens, là, ou alors c'est une super bonne idée, je l'oublierai pas. Mais les lieux, les images, oui, ça, elles restent assez imprimées, donc je peux les employer par après. Les photos ici, c'est des photos de lieux que j'ai vus, ce sont des photos que j'ai faites moi. J'utilise aussi des photos d'Écosse que je trouve par ailleurs quand il me faut des scènes qui ressemblent à quelque chose que j'ai pas vu. Mais en grande partie, c'est des choses que j'ai vues, oui. Et est-ce que tu écris sur place quand tu es en Oui, voyage j'adore ça, mais si je mets, je ne sais pas combien de temps je dirais, moi, s'il me faut 50 jours d'écriture, enfin 50 jours pas plein, à mon avis 3-4 heures, c'est déjà bien, mais 50 journées d'écriture, je peux pas me permettre d'aller passer 50 journées en Écosse, hein. Je suis pas encore retraité rentier. Donc je le fais quand je peux, hein. Je peux même le faire en couple parce que pendant ce temps-là, ma compagne peut peindre, donc, et à d'autres moments, ben, on profite d'un rayon de soleil pour aller se promener. Donc ça marche très bien, mais la totalité sur place, ça n'est pas possible. Dès que j'aurai acheté une maison en bord de mer en Écosse, là, j'irai intégralement tout écrire là. après cette soirée dans la boîte, je pense que ça va être jouable. Hein. Oui, ouais. Ah Tout- ouais. je crois. Il y a Et qu'il y a peut-être. des gens dans le chat qui sont pour le moment en train de m'envoyer des mails, ça chauffe beaucoup d'ailleurs en Oui, disant oui, je vais plus. là-bas tu auras du wifi, tout ira bien, on prendra des nouvelles. Superbe photo, puisque oui, tu ne le vois pas. Salut Fiero de Pou, bienvenue. Superbe photo, très belle photo. Fanny, Sakakini, bah, tout le monde a l'air ravi. Bah, je continue à vous les montrer alors pendant qu'on parle de tout ça. Est-ce que je me trompe si je dis que la météo aussi joue un grand rôle dans tes livres? T'en as un peu parlé tantôt avec une tempête qui empêche la police de venir, qui empêche beaucoup de choses, puisque tu parlais d'hélicoptères. C'est plus compliqué hein, quand il y a une tempête. Et cette mer qui est imprévisible, la météo, c'est crucial dans tes livres. Même quand elle n'est pas violente, hein. C'est vraiment une dimension de l'Écosse. On dit un peu le pays de la lumière, parce que la lumière est tout le temps changeante. Et on dit souvent qu'on a souvent droit aux 4 saisons en une seule journée en Écosse. C'est pas faux à pas mal d'époques. Et moi, ça me gêne pas. Personnellement, on a toujours peur de se faire mouiller en Écosse, mais on a aussi des lumières extraordinaires. Qu'à la limite, en bord de Méditerranée, on va avoir des lumières à un moment plus régulières, plus plates. Elles sont plus dynamiques, je trouve, dans les pays du Nord, comme ça. Donc, moi, je suis un gars du Nord pour ça. Et donc, la météo, oui, oui, les changements. D'ailleurs, je, je tiens souvent à dire un petit peu ce que les gens mangent, parce que parfois ça fait partie aussi du décorum. Je tiens à dire éventuellement à quoi ressemble le cadre dans lequel ils sont. Mais en général, on sait aussi si il va y avoir un ciel très nuageux avec des petites taches de lumière qui se baladent, si c'est un petit crachin, si c'est un gros vent, ou si c'est un ciel radieux. On va le savoir, parce que pour moi, ça donne une toute autre dimension au lieu, donc en général, on sait le temps qu'il fait. Voilà. Et c'est vrai que quand vous lirez, si ce n'est pas encore fait, les livres d'Arnaud,
retenez ce qui s'est passé ce soir, pensez à la météo. Pour Firo, l'Écosse c'est un coup de cœur. Si je pouvais, j'irais vivre là-bas. Bah écoute, on va peut-être se retrouver plus proche qu'aujourd'hui, Pierre, parce que je suis un peu comme ça aussi. C'est Voilà. c'est vraiment magnifique. Fanny, les paysages permettent certainement l'inspiration. La météo qui joue un rôle, bah, il pense direct à Stephen King, Firo nous dit. Ah ouais. Je me souviens de la balade sur le Loch Ness. J'ai connu le crachin, l'averse complète, la grêle, et puis un grand soleil. Voilà. C'est changeant, c'est surprenant, comme tes livres. On continue à voir les photos hein, pendant ce temps-là. J'espère que vous profitez, évidemment. Ça, tu le disais aussi tout à l'heure, tu aimes les endroits peu peuplés, les petites communautés. Mhm. Pourquoi tu utilises ça dans les livres? C'est pareil pour les deux. Ça va souvent avec les îles, quoique. Oui. Comme je l'ai dit, c'est le rapport à la nature qui est plus fort. En général, je trouve que l'homme, par rapport à l'océan, il sent tout de suite, bon, par rapport à la montagne aussi, mais il sent tout de suite un peu, il est remis à taille humaine et à plus d'humilité. Et puis, une petite communauté, tout de suite, c'est autre chose. Il y a un aspect huis clos, hein, on n'est pas au Dix Petits Nègres, on a un petit peu plus de gens, mais malgré tout, il y a un peu plus d'effet huis clos. Et puis, il y a le type de personnes qu'on peut trouver là, parce que c'est plus âpre, c'est plus dur. Donc, je développe un peu dans Clémore. À un moment, l'enquêteur se met à suspecter les gens qui sont venus s'installer sur l'île, en se disant, mais quand on est né dessus, on peut comprendre, mais la volonté de venir s'installer sur une île comme ça, qui est quand même assez dure en hiver avec les tempêtes, etc., dans un microcosme où on n'a pas nécessairement, évidemment, ni un hôpital, ni un théâtre, ni un cinéma, ni une grande surface. Donc, il faut déjà soit fuir quelque chose, soit être vraiment en communion avec la nature. Donc, c'est déjà des personnes, je trouve, d'une trempe différente qu'on rencontre là. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Les personnages que vous allez rencontrer. Je vais vous mettre une photo. Dis-moi ce que tu montres, hein, parce que je les vois pas comme ça. Mais je vais te le dire, mais celle-là, je pense que tu vas savoir ce que c'est, puisqu'elle est derrière toi, il me semble. Ah oui. Alors, Ouais. ça se ressemble quand même L'interprétation. fortement. Je ne crois pas aux coïncidences. On a parlé du marque-page tout à l'heure qui était tiré de ce tableau. Mais comme ça, vous voyez un petit peu la photo et puis que madame en a fait. C'est une belle métaphore aussi de ce que on se base sur du réel, et après il faut broder, il faut imaginer. Donc ici, nous ne sommes pas dans une représentation totalement réaliste, et tant mieux. Hein, je pense qu'on est tous d'accord. Et ça, c'est la petite touche de magie qu'on peut mettre, les couleurs qu'on peut ajouter au réel, quoi. Vous avez le plaisir de voir depuis le début. Je vous laisse un peu ça parce que c'est marrant en fait de voir cette photo et puis le tableau. Et je le trouve vraiment magnifique. Je te l'ai dit hier, mais je te le répète aujourd'hui en live. Il est vraiment magnifique. Et je ne suis pas le seul à le penser. Kiko est parmi nous. Bonsoir, bonsoir. Lotus a un vrai kiff, un vrai besoin d'y retourner. L'Écosse. Fanny nous dit waouh pour cette photo tableau. Donc beaucoup de talent. C'est un cadeau, donc je ne le vends pas. Eh bien, si elle fait des expos et autres, tu nous diras. Moi, j'ai hâte, sincèrement. Quelles sont tes techniques, on en parle un peu, mais plus globalement, parce que c'est un peu le but, projeter tes lecteurs dans l'endroit que tu as imaginé ou que tu utilises, un peu qui est réel ou pas complètement réel. Mais quels sont tes petits trucs et astuces? Cette question revient souvent chez les gens qui se mettent à l'écriture. Comment on projette quelqu'un dans un décor? Mais déjà, de toute façon, moi, je suis très visuel, donc je vois très bien l'endroit où c'est. Donc si déjà la personne qui écrit visualise, inévitablement, ça va transparaître. Et pour partager ça avec le lecteur, ce que j'essaye, c'est des petites touches. Je crois que si on dit que quelqu'un caresse la toison d'un mouton et qui est tout humide, ben, on a l'odeur du mouton, on sait qu'il vient de pleuvoir, on imagine que les moutons paissent en liberté, on est déjà avec toute une série d'images associées à l'Écosse, avec finalement un geste, quelqu'un qui met sa main sur la fourrure d'un mouton. Donc je pense qu'avec des petites choses, on a tout de suite des projections qui se passent dans l'esprit des lecteurs, et sans être trop... mais je pense qu'il y a beaucoup... Il y a une certaine part de ce que j'ai écrit qui traite du décor,
mais c'est jamais, je crois, trop long. C'est des petites touches, mais je veux qu'on puisse visualiser. Et je pense qu'avec des petits éléments, on sait se faire une impression assez bien. Oui. Juste à ce moment-là, photo de mouton. Si ça, c'est pas du Voilà. talent, c'était du hasard. Non, mais vraiment en plus. Oh, ça, Frédéric, hein, ne fais pas semblant. Et écoute, chez moi, elle s'appelle Arnaud Neuf. Comment veux-tu que je sache que c'était le mouton? Et quand je vous dis que je vous dis tout ici, ouais, vous êtes ici chez vous, c'est la chaîne de l'honnêteté absolue. Bon, il y en a que 10 et je l'avais pas encore vu le mouton, j'avais encore 2 possibilités. Et là, je vous mets la dernière comme ça. On repart sur les plages, cette mer un peu agitée. Fabuleuse en Écosse où en général on trouve plus facilement souvent des vaches que des baigneurs puisque les eaux sont trop froides et du coup c'est des plages désertes et très belles. Je me demandais, est-ce que les gens qui y vivent et où tu te rends parfois sur les îles qui existent vraiment, est-ce qu'ils te lisent? Je pense pas que c'est traduit, Clémor et Kathleen. Il y a une tentative, hein, j'ai fait traduire une partie pour intéresser un éditeur anglophone, mais en effet non, a priori. Tu aimerais bien Ça avoir, sera... avoir leur avis? Ah oui, oui, ça serait certainement très intéressant. Ouais. Donc ça vaut la peine. Si je pouvais faire traduire Kathleen, ça serait amusant d'avoir des lecteurs anglophones. Ouais. Allez, on repasse en grand. On a du budget pour te revoir en grand. Bien. Tu en as aussi un tout petit peu parlé, mais dans Clémor, un maître assembleur dans une distillerie devient l'enquêteur. Est-ce que c'est une façon d'éviter le côté police, le côté procédure, le côté... voilà, qui en freine plus d'un, hein. Par exemple, je sais que certains auteurs ne font jamais d'autopsie dans leurs livres parce que c'est excessivement procédurier et que Voilà. quand on en a vu une, on en a vu beaucoup. Est-ce que c'est une petite astuce que tu as justement pour éviter ou pas spécialement? Il y a différents éléments. Il y a le fait que, en effet, il faut être extrêmement bien au courant des procédures policières. C'est pas évident. C'est vrai qu'on voit souvent dans les romans, je remercie le commissaire, machin, etc. Parce que les gens, oui, ceux qui écrivent vraiment des polars à haut niveau, ben voilà, ils ont des relations et ils arrivent à avoir les infos. C'est quand même compliqué, donc je reconnais, il y a une petite facilité de ce côté-là. Mais il y a aussi le fait que on va peut-être plus facilement s'identifier à quelqu'un dont c'est pas le métier et qui est plongé dedans, parce que ça concerne des proches de ce personnage, et donc il est impliqué tout d'un coup dans une enquête. Et puis peut-être aussi que, admettons que je connaisse les procédures, ça peut plus facilement dater les choses, hein, entre lieutenant et inspecteur. Si jamais il décide de nouveau d'appeler les lieutenants inspecteurs, à un moment, mon livre va être périmé, quoi. Donc on ne sait plus. Et donc j'ai l'impression que il faut... Peut-être que d'une certaine manière, c'est un peu plus intemporel aussi, comme ça. Et Alice Rennes demande, on voit souvent sur les photos qu'on vient de passer, des photos de plage, quand on pense à Oui. l'Écosse aussi, qu'est-ce qui t'inspire dans ce type de décor? Mais je dirais peut-être bien la solitude, que j'apprécie beaucoup. Donc, je veux dire des moments de solitude, je ne dis pas que je veux être seul tout le temps. Et donc, c'est vraiment agréable d'être dans des lieux où il n'y a personne, il n'y a pas d'autre bruit que les bruits de la nature, quoi. Je veux dire, ça c'est un luxe inouï, je trouve. On est environné quand même d'appareils, de musique, de bruit, de contraintes et d'horaires. Et donc, de la solitude sur une plage déserte au bord de l'océan, pas mieux, hein, je veux dire, ça c'est très bien. Sans avoir besoin d'un cocktail ou de pouvoir y plonger en maillot. Pour moi, ça, c'est vraiment un lieu de rêve, à mon avis. Donc, c'est pour ça sans doute que j'y fais référence. Je trouve qu'il y a plus de puissance avec deux personnages qui déambulent sur une plage tout à fait déserte que deux personnes qui sont à une terrasse de café sur une place animée. Je sais pas, je trouve qu'ils sont dans un cadre plus réverbérant, plus amplifiant. Ouais. Chin Chin, ça c'est les points de chaîne pour me faire boire. Si tu veux participer, Arnaud, tu peux. On a Gentil. Kiko qui demande qu'on trinque à sa santé, et c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Très très chaud ici, chez tout le monde, je pense. J'espère que vous êtes bien installés en terrasse ou autre, ou dans votre jardin. Tu parlais de solitude, eh bien, j'ai envie de te dire, ce soir tu ne l'es pas, mais alors pas du tout.
Et voilà. Sincèrement, merci beaucoup pour votre présence. Ça, je vois les chiffres, ça s'affole un peu, je suis content. Si vous passez une bonne soirée, n'hésitez pas à en parler, à suivre la chaîne. Vous avez vu que ça crée des animations. Je ne sais même pas si le son est parti. Vous me raconterez, je regarderai le replay. Mais bref, ça me fait super plaisir. Et donc ce soir, désolé, tu n'es pas seul, loin de là. On a encore beaucoup de questions. Yeah. Oui, tant mieux, c'est chouette. Bien sympa cette chaîne. Merci beaucoup, Alizaren. C'est vous qui la rendez aussi sympa, et puis nos invités exceptionnels. On va continuer sur les lieux encore un tout petit peu, puis j'ai encore plein d'autres questions, mais ça va aller. Quel lieu as-tu utilisé pour tes prochains livres? Alors, tu as parlé de Bretagne, de Manhattan, autre chose, dans des lieux qui t'inspirent. Oui, c'est vrai. J'en ai un qui se passe en Bretagne, j'en ai un qui se passe à Manhattan. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai un, je reste dans le même coin, hein. J'en avais un que je pourrais ressortir qui se passait sur une île anglo-normande. Très intéressant, les îles anglo-normandes, pour ce qu'elles ont vécu pendant l'occupation, même si certains l'ont déjà utilisé, comme le fameux sac littéraire des éplucheurs de patates, un truc comme ça. Mais j'ai aussi un prochain, là c'est celui sur lequel je me mets, qui se passe sur une île qui fait 1,5 km sur 500 mètres, île Chausée, au large de la Normandie, au sud des îles anglo-normandes, mais ici c'est une île française. Donc je vais aller dans le plus petit. Alors, mon deuxième roman que j'ai écrit, pas publié, ça se passait sur un phare qu'on appelle un enfer, c'est-à-dire un phare en mer qui tient sur un rocher. Donc là, il y a un espace hyper réduit. Mais ça, par exemple, question niveau de tension, c'est extraordinaire. Parce que ça, c'est une troisième passion, je dirais, après l'Écosse, les îles, le whisky. Quatrième passion, les phares. Donc ça marche très bien aussi. Et ça, comme lieu, je trouve, c'est assez puissant. Donc j'utilise ce genre de lieu aussi. Donc j'ai fait une fois le phare au large de la Bretagne. Je pense que je suis resté fort dans ces lieux-là, c'est vrai. Je pense pas que je vais faire un truc qui se passe au cœur de l'Afrique ou de l'Asie. Voilà, je reste sur ces lieux que j'aime. Oui. Sur l'enfer, moi ça me tente bien. Là, tu m'as vendu du rêve. Et bizarrement, ça m'a fait penser à un film qui n'a rien à voir, vous allez me dire, mais dans une cabine téléphonique. C'est Phone Booth ou Phone Game, je sais plus trop, parce qu'il y a deux titres, enfin bref, j'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est cette tension qu'il y a dans un espace hyper réduit, et donc dans un phare comme ça au milieu de la mer. Oui, écoute, ressors-le celui-là, je suis chaud. Oui, pourrait. Et c'est la puissance, je dirais aussi métaphorique de certaines choses, parce que finalement, ce sont les phares qui sont les premiers contacts de ceux qui viennent de l'océan infini, je dirais, et qui atteignent les hommes et les côtes. Il y a la communauté des phares, les chapelets de phares qui se font signe de l'un à l'autre. Il y a l'isolement que ça représente d'être sur un phare pendant 15 jours et d'avoir le plus ou moins une relève au bout d'un fil à pendre au-dessus de la mer, avec le bateau qui ne s'est même pas accosté. Il y a ce huis clos à outrance, puisqu'il y a 2 personnes qui vivent dans 30 mètres carrés. Donc, et la tempête qui vient parfois bousculer le phare au point que les murs tremblent. Donc je veux dire, il n'y a pas de problème, le décor, là, il est là. À partir de ce moment-là, inventer un roman, on n'a plus que la moitié du boulot à faire. Donc Phone Booth, c'est la version canadienne. Ok. Mais quel film, je suis bien d'accord. Ça me tente bien. Vous qui êtes avec nous, je vais poser la question à Arnaud, mais ça va être compliqué, je le sens. Et vous allez nous aider. Quel lieu vous aimeriez voir dans un livre, si tout était possible? Si on pouvait faire une commande à Arnaud, avec tout ce qu'il nous a expliqué, qu'est-ce que vous choisiriez pour lui? Est-ce que ce serait un phare? Est-ce que ce serait une île? Est-ce que ce serait autre chose? Et toi, Arnaud, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait rêver, mais auquel tu t'es jamais attaqué pour l'instant, mais où tu te dis, allez, un jour, pourquoi pas? Oui, il y aurait peut-être un lieu puissant au point de vue de l'histoire avec un grand H, donc peut-être un vieux château écossais, pourquoi pas, mais pas nécessairement. Je trouve que ça aussi, ce sont des lieux qui peuvent être tout à fait fascinants. Bon, il y a l'architecte aussi là derrière, ça peut être amusant de se retrouver dans un décor de ce genre, qui peut être à la fois grandiose, mystérieux, avec le poids du passé et de ceux qui ont vécu dans le lieu. Je meuble tant que tu as les réponses que tu as. Non, mais écoute, j'en ai déjà. Je te laissais finir. Mais évidemment. Mais dans mon prochain roman, je vais utiliser le lieu comme un personnage où je me dis une maison où des générations d'une famille se sont suivies, finalement, se sont succédées, ça devient presque l'âme de la famille, et elle a vécu tellement de choses là. Et donc j'imagine qu'après 100 ans de vie d'une famille dans une maison, quelqu'un rachète la maison quand tous sont décédés ou qu'ils ne sont pas repris par les héritiers, et cette personne va pouvoir éventuellement
replonger dans l'histoire de cette famille et peut-être lever le voile sur certains mystères. Et c'est la maison finalement qui est le point commun et qui raconte un peu l'histoire, quoi. Donc je trouve ça intéressant aussi, un lieu de ce genre. Et donc, pour te donner des idées, donc, Cathy Ok. Lake nous dit l'Irlande, Fanny Oui. Jo nous dit un bateau pendant une tempête. Hmm. Et là, je suis moins à l'aise parce que je fais pas de test là, hein, parce que je ne suis pas sur les bateaux quand il y a de la tempête. C'est vrai qu'il y en a un, donc les morts des bateaux. Son Yongku nous dit le Mont Saint-Michel, mais à la fin, il est englouti. Je pense que la fin est très importante. Ouais, Euh, ouais, il manque. Vibration littéraire nous dit l'Écosse me va très bien. J'ai visité un château et je veux bien qu'on aille par là. Donc, ça rejoint ce que tu disais. Bah écoute, voilà, tu sais quoi faire. On peut arrêter là. Non, je déconne, on n'arrête pas là du tout. Une question qui me tient à cœur avec toi, parce que bah, on en a déjà parlé en live, on l'avait fait pendant une rencontre aussi. C'est un sujet que j'aime beaucoup, qui est plus sur les lieux. Je sais, vous êtes désespérés. Venise, nous dit Alisa Rennes. Vous pouvez continuer hein, à donner vos lieux. Je continuerai à les dire. Ici, vous savez bien, on intercale vos réponses dans d'autres questions. Je gère, tout va bien. Il y a un point commun à tes livres, et on en parlait tout à l'heure un petit peu. Il y a toujours un événement marquant. Alors, une disparition, on trouve un corps, un événement marquant. Et puis, l'idée, c'est que s'est-il passé? Il n'y a pas de surenchère. En quoi Oui. est-ce important pour toi? Mais donc moi j'aime bien les polars pour le mystère et l'ambiance en effet d'enquête et de recherche. Euh, mais j'ai trouvé que la, la, la tangente, la dérive, je vais dire, du polar très noir, et qui est, du coup est fort rouge, euh, ça devient un petit peu un enquêteur qui est tellement pris par son enquête que il n'en dort plus, sa femme le quitte, il boit, etc. Mais il vit 24 heures sur 24 son enquête. Euh, on, le meurtrier, évidemment, est un serial killer, parce que s'il n'y a qu'un meurtre, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la menace de il va recommencer. Et à un moment, bien sûr, le serial killer devient l'ennemi personnel de l'enquêteur, donc il y a une sorte de confrontation. Le serial killer, évidemment, a une façon de tuer qui est absolument abominable et très gore, sinon ce n'est pas intéressant. Et donc, je trouve qu'il y a un petit côté, et je vais encore faire plus, il y a un peu une escalade de ce côté-là. Moi, je trouve que les enquêtes d'un commissaire Brunetti à Venise, justement, ben voilà, on le voit rentrer dans sa famille, on le voit avec ses deux adolescents, sa femme, on voit un peu ce qu'il vit au quotidien, ça l'enrichit et c'est très bien. Et il a des enquêtes, il y a souvent un meurtre, pas toujours, et ça suffit. Surtout si, dans mon cas, le meurtre est quelqu'un de relativement proche de mes personnages, normalement la tension dramatique elle est déjà énorme et je trouve qu'on la banalise quand on commence à avoir c'est un serial killer numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Euh, et ça passe. Il y a un côté zapping comme ça. Donc voilà, moi j'ai en tout cas pas envie de ça. Et je trouve que déjà. Alors ce que je vais quand même évoluer à mon avis vers plus des cold cases, c'est-à-dire des mystères anciens, parce que j'ai quand même une petite difficulté à mettre mon enquêteur sur une enquête que la police fait en même temps, même si la police c'est la police locale et qu'elle est bien contente d'avoir le nez de mon enquêteur personnel. Mais voilà, je vais peut-être le mettre sur des mystères un peu plus anciens que des meurtres directs, surtout que quand il y a vraiment voilà, un drame qui est vécu, ben c'est beaucoup plus poignant, beaucoup plus lourd aussi. Ça empêche peut-être de faire de l'humour. J'aime bien aussi les touches d'humour, donc ça pourrait être aussi des mystères un peu moins chauds, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pas de surenchère et je trouve que une mort ou une disparition, c'est déjà bien assez. On propose bah, toujours à Lisa Rennes les îles chaussées pour, Oui. prendre des idées, hein, voilà, c'est toujours bon à prendre. Euh, On parlait bah, de cette gradation de la violence. Il y a des thèmes qui reviennent, j'ai l'impression, dans tes livres aussi. Tu me dis si je me trompe, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a souvent les secrets du passé, il me semble, et tu viens de parler de cold case, c'est pour ça que ça m'y fait penser. J'ai l'impression que voilà, le triangle amoureux dans Caitlin, c'est souvent le passé qui revient, donc ça joue beaucoup. Il y a souvent les affaires, il y a souvent la réussite sociale, en filigrane parfois un peu la lutte des classes entre voilà, les gens qui habitent, les gens qui arrivent. Voilà, c'est souvent ça, et ça donne beaucoup beaucoup de terreau à ce que tu viens d'expliquer en fait. Peut-être la notion de qu'est-ce que c'est réussir sa vie. Hein. Il y en a peut-être qui sont riches, mais qui sont pas nécessairement heureux. Enfin voilà, donc y a un peu parfois cette réflexion-là, oui. J'aime bien de montrer par quoi ils sont passés, parce que ces petites touches-là vont donner une couleur en plus au personnage. Hein, donc
C'est intéressant de voir parfois d'où ils viennent. Ouais. Et puis on disait tout à l'heure, dans tes livres, il y a beaucoup de références au monde des livres. Oui, On déconne. Est-ce que tu as des messages à faire passer? Regarde, c'est l'occasion ce soir, tout le monde t'écoute. il faut pas faire ça, parce qu'il y a trop de gens qui le font. Mais j'ai un peu craqué de temps en temps, et ça me plaisait bien, parce que, en fait, je trouve ça, comme type de personnage, je trouve ça assez magique, parce que quand on crée, c'est un peu ce que je raconte avec le personnage de Morgan, un auteur qui ne vit que de ça et qui passe ses journées à écrire, il faut bien se dire il passe plus d'heures dans sa fiction, dans l'imaginaire qu'il a construit, que dans sa vie réelle avec sa famille. Et quand il quitte son bureau et qu'il abandonne ses personnages, à la limite, ces personnages sont figés et attendent comme des marionnettes qui viennent les animer à nouveau. Bon, pour ça qu'on se prend pour Dieu, hein, mais peut-être que certains auteurs de best-sellers peuvent parfois un petit peu se prendre la tête. Et donc, ça peut être amusant. J'imagine très bien aussi que quelqu'un qui écrit vraiment beaucoup, hein, qui en fait sa vie, ben, il est un peu presque décalé dans le monde réel à un moment donné. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est plus dans son imaginaire, sa fiction, que dans le réel autour de lui. Une certaine schizophrénie qui peut être amusante à Est-ce qu'il y a utiliser. une certaine frustration aussi? Parce que ce Ah sont non, souvent des non. personnages qui ont du mal, qui cherchent le best-seller, qui... Ouais. Tu vois, je me disais, tiens, est-ce qu'il y aurait... Mais Mais c'est- j'ai fait des personnages assez euh, fiers, schizophrènes et auteurs vraiment de best-sellers, et puis j'en ai fait des assez humbles qui rament et qui cherchent un éditeur, donc il y a un peu tous les profils. Je me suis permis des petites caricatures aussi de certains auteurs voilà, qui sont peut-être aussi déconnectés de la réalité, dans le sens où dès qu'on les approche, ils ont peut-être l'impression qu'on est complètement fasciné par les choses extraordinaires qu'ils écrivent, alors que voilà, ça vaut ce que ça vaut et c'est à découvrir. Et en parlant de découvrir, est-ce que... Parce que... Alors, c'est une lectrice, hein, je crois, mais j'ai un doute, mais je crois qui a dit, après avoir lu ton livre, il y avait peut-être une façon d'écrire des architectes. Ça m'a beaucoup fait rire. Alors, comment ils écrivent les architectes? Et surtout, est-ce que tu utilises un plan? C'est une question qui revient souvent chez les lecteurs. Alors, évidemment que dans les lieux, il y a beaucoup de nature, mais quand il y a des bâtiments, ben déjà, je m'en fais le plan au moins dans la tête ou sur une esquisse, parce que ça doit être cohérent. Si ça se trouve pas au même étage, si c'est à gauche ou si c'est à droite, pour moi c'est important. Et même si j'étais pas architecte, parce que si à un moment, je vois parfois des bouquins d'auteurs très best-sellers où il y a des incohérences, je dis mais bon ok, ça passe peut-être inaperçu à un certain lecteur, mais c'est un manque de respect pour le lecteur. Donc ça j'essaye que ce soit cohérent. Maintenant, la notion de plan, pas architectural, mais de plan de récit, c'est un vieux débat. Il y a celui qui se jette à l'aventure, qui dit je vais improviser et mes personnages vont me conduire, et celui qui a soi-disant tout préparé. C'est un petit peu des clichés à l'extrême. C'est sûr que moi j'ai un plan qui est déjà bien établi quand je commence à écrire, parce que il y a des mystères à débrouiller, il y a des indices que je dois distiller, surtout quand on parle de whisky, et au bon moment, et petit à petit, et je ne dois pas tout d'un coup amener tout, sinon le lecteur va se dire hop, hop, là, je l'ai vu venir, j'ai compris, ça y est. Donc c'est un dosage assez subtil, et je dois vraiment me dire, ok, ça j'en parle là, et j'en parle pas avant. Si je mets des flashbacks, je n'en mets pas trois collés l'un à l'autre, je les mets au bon moment pour que ce soit un peu réveillé par un souvenir, enfin une situation présente qui rappelle le passé, que ce soit naturel. J'essaye de placer les choses au bon endroit. Donc en termes de construction, je trouve que c'est important d'avoir une idée de la succession des chapitres. Et j'ai envie de dire que quand on fait une enquête, ne pas savoir quel va être le coupable et comment il a tué éventuellement, je trouve ça un peu difficile. Dans d'autres types de littérature, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Maintenant, ayant fait ça, il y a une quantité de surprises qui est encore énorme. Parce que les personnages prennent de l'étoffe au fil du temps et qu'on se dit ah, j'avais pensé qu'il allait faire ça, mais ça ne lui va pas finalement. Et donc il y a plein de choses auxquelles on renonce et plein de choses qui viennent s'ajouter. Donc je ne pense pas qu'on est pieds et poings liés et qu'il n'y a plus de création. Ça c'est certainement une erreur. Et il y a non seulement de la création, mais de la surprise pour l'auteur au fil du récit certainement. Mais moi j'ai besoin d'une assise assez stable de ce que je raconte pour ne pas qu'il y ait des incohérences ou des passages trop lents, des passages trop rapides. Je crois qu'il faut un peu doser ça. En tout cas, moi je ne suis pas capable d'écrire sans filet, quoi. Voilà. Il y en a qui y parviennent sans doute, hein. Pas de problème. Et Sun Jung-Koon dit, pourtant c'est comme ça que Fred bosse, il ne sait pas au départ qui sera le tueur. Ouais. C'est Je possible. sais pas non plus qui Donc, seront les victimes ou la victime. oh, ah ouais, ouais.
Oh non, et là, si tu savais, j'ai encore été plus loin. Là, je suis mais sans plan, sans rien. Si Pierre est là pour écouter, mon Dieu, il doit tomber de sa chaise. Sur celui que je suis en train d'écrire, je n'ai même pas de plan, j'ai rien fait. J'y vais à l'aventure. Eh ben, je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper compliqué. C'est vraiment Oui. compliqué. Et donc, ça crée un genre de livre, un genre de livre bien, bien précis. Fanny Jaune demande est-ce qu'il y a une règle pour les chapitres? Je l'ai fait assez court. C'est assez marrant parce qu'on me dit souvent, c'est bien parce que quand on a encore envie d'en lire un avant d'aller dormir, on sait que c'est possible. Les gens n'aiment pas les longs chapitres. Mais je fais pas ça pour les lecteurs, je fais ça parce que j'aime bien cette coupure-là. Et j'aime bien aussi, c'est souvent le cas de. C'est ce qui fait que les gens ont envie de prendre le chapitre suivant, c'est que je termine par un truc un peu poignant et on se dit, hop, 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 on va vers quoi là après. Le rythme des chapitres, pour moi, c'est quelque chose d'assez important, oui. Donc je sais déjà là où je vais faire ma césure de chapitre, oui, ça c'est sûr. Victime, est-ce que c'est les femmes et les enfants d'abord? Oui, évidemment. Non, mais non. Mais non. Des fois, il ne sait rien, freestyle Fred. Bah oui, franchement. Non, alors la vérité, comme ça vous savez, se dit, j'ai pas de plan pour le roman que je suis en train de travailler, ça c'est vrai. Mais pour rejoindre ce que dit Arnaud, oui, en fait, moi j'ai souvent un point de départ, un point d'arrivée, ou deux points d'arrivée, parce que je me laisse toujours un battement. Entre les coups, vous avez des portes, un peu comme. Alors je prends souvent cet exemple-là, une descente en ski, vous avez les portes à passer. Vous savez que vous devez aller à la porte, mais la façon d'y arriver, voilà, vous pouvez un peu vous écarter, y revenir, mais tôt ou tard, il faudra revenir sur l'indice, voilà, que vous voulez distiller. On va rester dans le whisky à vos lecteurs. Donc finalement, je pense qu'on travaille d'une manière assez proche. Un plan, mais un plan qu'on ne respecte pas toujours, parce qu'on n'est pas, comme tu le disais, tenu point et pied liés, parce que ça dépend, je sais pas combien de temps tu mets pour écrire un livre, moi c'est très long, et donc on évolue, si on écrit en 2 ans, il peut s'en passer des choses, même dans la vie personnelle, dans le travail, dans plein de choses, on peut ne plus se reconnaître dans ce qu'on est en train de faire, et donc ça prend une autre direction, mais sur un policier, comme toi tu en fais, ou moi c'est vrai qu'à un moment si on met des indices, il faut être cohérent, ou alors on travaille très 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 longtemps à aller récupérer les bêtises qu'on a écrites avant, ça peut prendre un temps infini, donc sur du policier c'est toujours un peu compliqué de faire l'apprenti sorcier, je trouve. Et donc, j'embête mon ami Pierre Gaulon avec des plans. mais tu vois, j'y travaille, Pierre. Si tu m'écoutes, j'y travaille. Vraiment. J'essaye de me désintoxiquer. C'est pas évident tous les jours. Est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'es particulièrement attaché, Arnaud? Ah, mais certainement que Erwin McCarthy, voilà, c'est un objectif pour moi dans 5 ans. Hein. 60 ans, je serai maître assembleur dans une distillerie avec un kilt. Donc voilà, je me projette. Ouais. Je te le souhaite. Vraiment, on viendra te dire bonjour tous ensemble. Voilà. Je te propose de parler, on en a parlé en prélude de cette soirée. Tu as un rôle important dans l'association qui s'appelle Cléa. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? C'est quoi donc Cléa? Oui, tant pour les lecteurs que pour les auteurs en herbe, la compagnie des lecteurs et des auteurs, Cléa, en Belgique, ça existe depuis 10 ans. Et dans un premier temps, le côté compagnie des lecteurs, ce sont des lecteurs qui sont formés à des lectures constructives, bienveillantes et analytiques de romans en devenir, de manuscrits à analyser en quelque sorte, pour faire des retours. Et en sachant que donc ça, pour ceux qui écrivent, c'est toujours la difficulté. Faire lire à son entourage direct, c'est pas évident. On a souvent des commentaires trop positifs ou trop négatifs. C'est mieux finalement des gens qui ne nous connaissent pas et qui ont une grille d'analyse assez complète. Et c'est ce qui se passe, c'est que 3 lecteurs à qui on propose des manuscrits, des extraits des manuscrits disent ça m'intéresse, l'univers, le style, ok. 3 lecteurs reçoivent le manuscrit, le lisent, et il y a un accompagnateur qui, lui, n'a pas lu, et qui rédige une note de lecture avec les 3 lecteurs qui se réunissent. Et ces 3 lecteurs ont une grille qu'ils ont reçue dans leur formation, etc., qui permet d'analyser le fond, la forme, les personnages, le titre, le style, le ton, tout est la construction, etc. Tout est analysé en une note de 8-10 pages. Et à la fin, on dit, ben voilà, pour nous, vos points forts, c'est ça, et vos pistes de retravail ou d'amélioration, ce serait ça. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même quelque chose qui permet vraiment à un auteur qui veut faire
avancer son texte, d'avoir un diagnostic, un regard qui reste partiellement subjectif, mais qui arrive à être relativement objectif et constructif. Et il sait vraiment s'appuyer là-dessus en disant, voilà, ça on me dit ça marche bien, là on me dit c'est pas bien cohérent, le personnage n'est pas assez existant, je vais retravailler ça. Et il sait réellement améliorer son manuscrit. Et du côté des lecteurs, un petit peu comme dans les tournants de livres et les groupes de lecture, c'est l'occasion de lire des manuscrits en devenir. Il faut savoir qu'ils ne sont pas tout à fait aussi aboutis, évidemment, que ceux qu'on achète dans les librairies, ça dépend, enfin bon. Mais c'est gai de se dire, voilà, je vais participer à l'amélioration, je vais aider cet auteur éventuellement à progresser. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, donc il suffit d'une très petite cotisation et on demande aux gens de faire minimum deux lectures par an. Et c'est très gai aussi parce qu'à 3, on se rend compte, ou au pire on le fait à distance si les gens sont trop éloignés, mais on échange sur un livre. Ça c'est passionnant évidemment, et on peut débattre et parfois... voilà, il y a des avis un peu différents. Et l'accompagnateur, lui, il a l'habitude et il cadre ça, il vérifie que c'est cohérent, puisqu'il n'a pas lu, il vérifie que ça fonctionne, et il fait cette note. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis un petit temps et qui est vraiment très chouette. Et puis alors en parallèle, il y a une partie compagnie d'auteurs dont je m'occupe plus particulièrement, et ça c'est le plaisir de se retrouver quand même dans un collectif, alors que être auteur, c'est être solitaire. C'est vraiment quelque chose qu'on fait très seul. Or, il y a des raisons et de l'intérêt à regrouper des auteurs, puisque on se fait 2 week-ends ouverts, ou peut-être 3 par an, où à la fois on se retrouve entre nous, on échange nos expériences, nos questionnements sur le narrateur, le ceci, le ça, on se relie entre nous, mais aussi, hop, on y va, on turbine, on écrit 10-12 heures sur le week-end, chacun dans sa chambre, dans son coin, et on avance beaucoup, on avance bien, et puis évidemment, voilà, on mange, on se balade, on passe du bon temps ensemble. Et puis, si on veut participer à des salons, on peut prendre un stand plus facilement si on est 20 à le partager que si on est tout seul. Ou alors, on dépend de son éditeur. Mais on fait des tas d'autres choses, on se fait des petits concours de nouvelles entre nous, on s'envoie des documents, on partage des expériences. Ceux qui ont déjà publié peuvent dire, voilà, je peux témoigner de ceci, de cela, pour ceux qui s'apprêtent à trouver un éditeur. Et donc il y a vraiment comme ça, je crois, et on peut se relire entre soi, quoi. Donc c'est vraiment plein d'avantages. Et donc ça, les deux sont possibles. Évidemment, pour être dans la compagnie des auteurs, il faut au moins avoir un manuscrit en devenir ou en avoir déjà publié un ou écrit un. Et pour être lecteur, il suffit de participer à une des petites formations que l'on donne. Et alors on est dans le bain et on peut tester de relire ces manuscrits et d'en parler à plusieurs. Et donc je crois que tu as mis le lien à un moment, compagnie Cléa.org, vous avez toutes les infos. On a Super Kiko qui est au taquet, il gère le robot comme personne sur cette terre. Et donc vous voyez les liens dans le chat, il y a déjà ta page Facebook, n'hésitez pas à suivre Arnaud, il va vous emmener en voyage. Et puis le site de la compagnie Cléa. Ça ne coûte rien d'aller jeter un œil. C'était une présentation très très claire, que vous soyez plutôt du côté lecteur, plutôt du côté auteur, il y en a pour tout le monde. Allez voir ce que ça raconte, il y a peut-être de bonnes expériences à vivre là-dedans. Et puis vous avez fait un premier salon du livre, j'avais envie d'en parler vite fait, mais parce que c'est important. Donc la foire du livre de Bruxelles a été annulée pour le truc dont on ne prononce pas le nom, et donc vous vous êtes dit, hop, on y va. Alors, l'année avant, elle s'est délocalisée en plusieurs endroits. C'était difficile de participer en tant qu'auteur sans éditeur. Et puis, elle était annulée en 2022. Et là, on s'est dit, à la date même, le 13 mars, nous, on va organiser on l'a appelé ça la fête des livres. C'était sans commune mesure, évidemment, mais on a eu 150 visiteurs. Et déjà, on s'est dit, on ne veut pas se mettre au kilomètre derrière des tables, donc nos livres étaient sur des tables, mais les auteurs étaient avec leur badge, ils se baladaient, ils étaient au bar, ils étaient en train d'écouter une interview, ils bougeaient, ils étaient en train de lire un extrait de leur livre, et celui qui voulait une dédicace pouvait aller le trouver, mais il ne se retrouvait pas à choisir un livre avec les yeux, le regard peut-être un peu oppressant de l'auteur derrière, oppressant ou pitoyable, je ne sais pas, enfin bon. Et ce qu'on a rajouté pour qu'il y en ait pour tous les goûts, il y avait 3 auteurs invités qui nous ont fait une belle interview, Vincent Engel, Isabelle Barry, Alain Berenbaum. Et on avait aussi cette petite boîte de verre où on s'est dit, tiens, on va faire des moments de lecture. Et donc, pendant 5-10 minutes, les auteurs lisaient une page de leur roman avec 4-5 personnes qui venaient les écouter. Et ça tournait comme ça tout le temps. Il
il y avait ça, et il y avait encore un concours de micro-nouvelles, une nouvelle d'une page ou deux, comme ça, dont le thème était donné le matin, et puis il y avait un petit jury, le public et un petit jury qui donnait le prix à la fin de la journée. Journée bien remplie, très conviviale, très sympathique, donc on a envie de le refaire, et on est en train de réfléchir au bon moment, puisqu'on va plus le faire au moment de la foire du livre, là ça ferait trop de concurrence, on le fera juste un peu avant, un peu après, ou un peu plus écarté, mais on a fort envie de continuer à le faire, donc... ça, ce sera Fête des livres, la Fête des livres. Vous pouvez, on a un très beau site qui donnera des infos dès qu'on sera fixé pour 2023. Je le disais tout à l'heure, et en fait, parce que j'ai un peu accéléré, j'avoue, parce que je vous avais promis de ne pas le faire jusqu'à 3h du matin. Il y a un super quiz qui nous attend encore. Et alors, je sais pas du tout techniquement si ça va bien se passer. Et c'est là que c'est drôle et que vous devez absolument rester. Parce qu'au-delà du quiz, qui en soi est une bénédiction, en plus, ça va peut-être être n'importe quoi au niveau technique. Donc restez bien, on va peut-être sortir les rames, mais ça va être très drôle. Je le disais tout à l'heure, tu as plusieurs romans dans tes tiroirs. Mais finalement, c'est quoi le prochain qu'on peut attendre? Sur quoi est-ce que tu es en train de travailler ou qu'est-ce qui pourrait sortir prochainement? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets? Le prochain envoi d'édition, c'est toujours chez Genèse, le troisième, donc un roman qui se passera donc à New York et dans les environs, de manière contemporaine. Et ici, je vais beaucoup parler du peintre Hopper, un peintre américain qui est assez connu, et énormément des faussaires en art aussi. C'est un domaine passionnant qui amène pas mal de mystères. Donc ici, il y a pas mal de choses assez sombres qu'il faudra débrouiller et qu'un homme et une femme vont s'attacher à essayer d'expliquer. Donc ça bouge beaucoup et les lieux s'y prêtent très bien, hein. New York et environ, c'est un chouette cadre. Ça s'appellera alors Le témoin silencieux ou Un témoin silencieux, hein, c'est encore en gestation, et c'est prévu pour le mois de février. Donc ça veut dire que pour le moment je relis les épreuves pour qu'il n'y ait plus de fautes et que j'évite encore des répétitions qu'on a pu laisser passer, des choses comme ça. Et je réfléchis à la couverture. Et ici, on va quand même essayer de prendre une peinture ou une partie d'œuvre de Hopper. Donc, ça risque d'être une très belle couverture. À nous de trouver éventuellement celle qui ne fera pas penser que c'est le nouveau Joël Dicker. Ce n'est pas l'idée, hein. Peut-être que ça va aider à faire vendre. Mais en tout cas, ici, comme je parle beaucoup de Hopper, ça a beaucoup de sens d'avoir une couverture du peintre. Ouais. Voilà pour le troisième. Et c'est une question qui revient souvent. Tu peux demander d'avoir cette couverture. Voilà, c'est quelque chose de possible. Alors on dit toujours la couverture comme le titre, c'est dans le registre et dans le pouvoir de décision de l'éditeur ou de l'éditrice. C'est leur métier, ils savent éventuellement ce qui va peut-être mieux faire vendre ou pas, etc. Donc on doit le faire en concertation avec l'éditeur. Maintenant, en général, il y a le moyen de bien s'entendre et de converger sur la même idée, tant pour le titre que pour la couverture. Donc, mais c'est quelque chose où on n'est pas libre à 100%, ça c'est sûr. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cette captivante soirée où on a eu beaucoup de monde avec nous? Oui. Eh bien, félicitations, parce que moi, quand il m'arrive de suivre des émissions comme ça, je ne sais pas si je tiens plus d'une heure, mais bon voilà, il y en a peut-être qui sont écartés de leur connexion à certains moments. Ils ont peut-être aussi un robot qui, de temps en temps, envoie un truc, faire semblant qu'ils sont toujours là. Mais j'espère que ça a pu être intéressant d'entendre ce qu'il y a un petit peu derrière les pages, hein, parce que quand on lit quelque chose, bon, on ne sait peut-être pas tout ce qu'il y a autour, et donc j'espère que tout ce que j'ai pu raconter vous a intéressé d'une certaine manière, que peut-être certains d'entre vous vont se jeter à l'eau, éventuellement contacter Cléa et faire relire un texte. N'hésitez pas, donc bonne chance à tous, merci d'avoir été là. C'est bien agréable d'avoir un bon nombre d'interlocuteurs comme ça pour échanger sur la lecture et l'écriture. Alors, sans transition, mais moi ça me fait beaucoup rire. Kiko nous dit « L'orage se rapproche de chez moi, ça va peut-être couper ». Et en fait, c'est tellement dans le thème de l'Écosse, de ces îles, de cette météo dont on parlait tout à l'heure. Pour Cléa, vous pouvez aller voir le site, n'hésitez pas, il y a le lien, mais on trouve facilement Compagnie Cléa sur le net. Vous pouvez proposer des textes si vous êtes auteur, ou auteur en devenir, hein, pourquoi pas. Et puis vous pouvez aussi peut-être vous proposer comme lecteur. Alors là, il y a petite formation, des moments à mon avis très sympas à passer entre lecteurs, voilà, pour analyser les textes des autres.
Euh, Merci à toi, Arnaud. Moi, je fais mon mot de la fin comme ça aussi, mais pour cette soirée, c'était plus long que ce que je t'avais dit. Mais Ah bon, oui. quand on aime, on ne compte pas. Encore bravo aussi à ta compagne pour ce tableau qui a fait le décor chez toi pendant cette soirée, qui est juste magnifique, en lien avec la photo qu'on a vue. On a appris Et plein là, de choses. un lien de ce côté-là, il s'agissait d'Alizaran dans la série des chatters. Mais oui, Donc, vous pouvez trouver de cette manière d'autres œuvres de sa production. et on attend une expo quelque part, et donc faut nous tenir au courant. J'espère que que ça se fera bientôt. Je sais que c'est pas toujours simple, mais moi, quand je vois autant de talent, j'y crois. Donc je me dis qu'on va faire un vernissage un jour. Qui sait. Voilà, c'est là un livre, un vernissage de peinture. Oui. Alors, je lis un petit peu vos messages. Hein. Super fun pour le quiz. J'étais la première sur 2 questions, c'est pas mal. Mais oui, Vecchi Lucas, c'est plutôt pas mal. Franchement, je l'aurais pas fait aussi bien. Fanny, super, même si j'ai pas trouvé tout de suite pour jouer. On va arranger ça, on va prendre les habitudes. C'était une toute première, donc c'est normal. Merci Arnaud pour cette intéressante boîte, c'était un plaisir, nous dit Fanny. Il est chez moi l'orage, ben voilà, il est du côté d'Andenne. Euh, Sauf que Kiko il n'est pas sur une île. Ah oui non, il y a de l'orage et c'est pas sur une île. Et moi je me rends compte que j'ai laissé tout ouvert, donc il y a la baie vitrée, il y a tout. S'il y a jamais de l'orage pour l'instant, moi j'ai mon casque, j'entends rien. Il y a peut-être mon appart qui est noyé, mais bon c'est pas grave, je vais aller voir. Merci pour la soirée, bravo à la boîte, merci à vous. Je le répète encore une petite dernière, mais n'hésitez pas si vous avez passé une bonne soirée à suivre la chaîne, à en parler autour de vous. On est là presque tous les jeudis, c'est vraiment important. Une première pour moi, mais pas une dernière. J'ai appris beaucoup de choses, nous dit Katilek. Bah oui, notamment que tu avais gagné un livre. Et ça, si c'est pas une première en fanfare. Merci Arnaud et Frédéric pour l'organisation, mais avec grand plaisir. Le fait de vous faire passer de bonnes soirées, et puis moi, elle a été excellente aussi. C'est la récré du jeudi. Merci pour cette jolie soirée, belle fin de soirée à tous. Vivez bien l'orage.